président du Conseil régional de Dakar. Au menu, les élections locales, la présidentielle de 2017, l'économie, le sport et plusieurs autres sujets. Malick Gakou face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury dimanche, 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Monsieur El Hadj Malick Gakou. Bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Malick Gakou, pour vous présenter aux auditeurs, vous êtes membre du bureau politique, secrétaire national chargé de la coordination des activités et numéro 2 de l'AFP. Au sein de l'Alliance des forces de progrès dirigée par Moustapha Niasse, vous occupez aussi les fonctions de secrétaire général de la coordination départementale de Guédiawaye et de secrétaire général de la coordination régionale de Dakar. Ancien ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel, ancien ministre des Sports dans le premier gouvernement du président Macky Sall après son élection. Au titre de vos fonctions politiques toujours, vous avez dirigé le Conseil régional de Dakar de 2009 à 2012. On retient également votre passage au Conseil économique et social comme conseiller du président Famara Ibrahima Sagna, mais aussi au ministère de l'équipement et des transports comme directeur de cabinet du ministre Madiène Diouf dans le premier gouvernement de l'alternance en 2000. S'agissant de votre cursus académique, vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences économiques, spécialiste des politiques de développement et d'un master en commerce international. Commençons par les élections locales puisque c'est l'actualité. La campagne électorale a démarré samedi à minuit. Contre toute attente, vous n'êtes pas candidat à ces élections. Qu'est-ce qui explique cette décision alors que vous êtes le numéro 2 et patron de l'AFP à Dakar, donc censé conduire les troupes de votre parti? Je voudrais vous remercier. Je dois d'abord dire que pour ces élections locales, il faudrait comprendre ma position depuis l'élection locale de 2009. Vous savez qu'en 2009, j'ai eu la chance, grâce à mes compatriotes militants et militantes de la région de Dakar, de conduire deux listes. La liste de Guédiawaye et la liste de la région de Dakar. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné les deux listes. Nous avons gagné à Guédiawaye et nous avons gagné dans la région de Dakar. Nous avons gagné dans l'ensemble des 4 départements. En ce moment-là, des choix politiques m'ont conduit à laisser la mairie de Guédiawaye et à diriger le conseil régional de Dakar, dont je fus président jusqu'en 2012. En fait, quand vous êtes entré au gouvernement, vous avez démissionné. Quand je suis entré au gouvernement, bien évidemment, j'ai démissionné. Et depuis ce jour, quand j'ai démissionné, j'avais pris quand même l'engagement, parce qu'entre-temps, notre grand frère Chérif Macky Sall est décédé, et l'autre petit frère Cheikh Sarr est devenu maire de Guédiawaye. Et c'est comme c'est moi qui ai conduit la liste de Guédiawaye et que nous avions gagné et que j'étais le chef d'équipe. Et c'était pas normal que je revienne après avoir démissionné du gouvernement pour reprendre le fauteuil de maire de Guédiawaye. Donc j'avais pris la décision d'aider l'équipe qu'on avait aidé à être mise en place, dirigée par Cheikh Sarr, et qui est une équipe donc de Benno Siggi Sénégal dont j'étais la tête de liste. Ces élections sont justement l'occasion, pourquoi pas, de briguer. Non, vous savez, moi je suis un homme de parole, oui. Je suis un homme de conviction et de principe. Pourquoi vous vous sacrifiez tout le temps, si on peut parler ainsi? Je ne me sacrifie pas, je suis un homme de valeur. En fait, vous savez, moi je m'élève toujours et rien qui n'a pas de valeur n'a de sens pour moi. C'est la raison pour laquelle la parole donnée pour moi est sacrée. Dès lors que j'étais chef d'équipe, j'étais à la tête de l'équipe et nous avons gagné ensemble les élections et que les choix politiques m'ont conduit à laisser la mairie de Guédiawaye et à diriger la région de Dakar, puisque derrière cela aussi, il y avait la volonté du jeune banlieusard que j'étais de diriger la région de Dakar. Puisque quand même, dans l'histoire de la décentralisation, c'était la première fois qu'une opportunité s'offrait à un jeune de milieu pauvre de la banlieue de Dakar de pouvoir diriger la région de Dakar, qui était quand même l'institution la plus prestigieuse au niveau du cadre décentralisé. C'est la raison pour laquelle, après avoir quitté le conseil régional, je pensais que c'était normal que je puisse appuyer à conduire encore une fois la coalition Benno Bokk Yakaar
avec l'équipe sortante pour qu'ensemble nous puissions édifier notre ville et de faire en sorte que Guédiawaye soit une ville de référence telle que nous l'avons toujours souhaité. De manière primaire, voilà le choix qui explique et la raison fondamentale de ma non-candidature. Et voilà l'AFP sans capitaine. Ça fait désordre quand même. Mais vous alors savez que vous êtes le numéro 2. Mais vous savez que l'AFP est un grand parti. Ouais. Et vouloir résumer l'AFP à Guédiawaye, à ma personne, c'est me faire trop d'honneur. Nous avons des cadres émérites à Guédiawaye qui peuvent, comme moi, aspirer à diriger la ville de Guédiawaye. Ah, mais on a compris finalement que vous laissez passer Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, non? Mais pourquoi vous voulez qu'on laisse passer Aliou Sall? Nous avons simplement dit... Ah oui, c'est pas lui votre candidat pour la mairie de Guédiawaye? Aliou Sall n'est pas notre candidat. Et qui est votre candidat alors? Puisque la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas de candidat. Nous avons dit que nous allons constituer une coalition. Je suis le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye. Mais nous avons dit que nous allons associer nos forces pour d'une part gagner les élections au niveau des communes d'arrondissement. Et même à ce niveau, nous n'avons pas de candidat spécifique dans aucune commune d'arrondissement de Guédiawaye. Et nous avons dit aussi, une fois gagné les élections, avec le type d'élections indirectes que nous avons pour la mairie, nous allons dire que donc, une fois que les élections sont terminées, nous allons nous réunir au niveau de chaque parti politique pour apprécier la situation et ensuite au niveau de la coalition apprécier. Mais nous n'avons pas à ce jour aucun candidat spécifique, que ce soit Aliou Sall ou un autre. Et même, le maire sortant, Cheikh Sarr, n'a pas... Non, le maire sortant ne fait plus partie de notre coalition parce que le maire sortant, à 2 jours du dépôt des listes, a préféré partir dans une autre coalition. Mais dans tous les cas de figure, je vous dois répéter, et je le dis ici avec force et pertinence, la coalition Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye n'a pas de candidat spécifique. Et c'est après les élections que nous allons apprécier la situation et déterminer la voie à tenir, conformément surtout aux intérêts des populations de Guédiawaye. Et je dois rappeler aussi que ce n'est pas parce que je suis maire de Guédiawaye que je ne sers pas Guédiawaye, ou inversement. Moi, je suis un pur produit de Guédiawaye, je sers Guédiawaye en étant un citoyen du Sénégal de Guédiawaye, et je vais continuer à le faire avec toute la force et l'énergie que Dieu me donnera au service de mes populations. Cela va continuer, cela a toujours été le cas, et quelle que soit la situation, même n'étant pas conseil municipal, je vais continuer avec force, avec détermination et engagement à servir ma ville. Mais est-ce que votre décision de ne pas vous présenter à ces élections locales, particulièrement à Guédiawaye, qui est votre base politique, est-ce que cette décision n'est pas née d'une frustration par rapport aux investitures au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Mais vous savez, moi, je ne peux pas faire de la politique et décider de ma carrière politique que sur la base de frustration. Moi, je ne suis pas un homme frustré. Je suis un homme assez assujetti sur des principes et des valeurs pour pouvoir, sous des coups de tête, et prendre des décisions. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune frustration dans la conduite des listes à Guédiawaye, d'autant plus que c'est moi-même qui ai conduit toutes les négociations. Donc, je ne peux pas encore être frustré par la conduite de ces listes-là. Ce qu'il y a, c'est que nous avons voulu quand même marquer notre ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar, et ensemble avec les 3 coalitions majeures de cette coalition, c'est-à-dire la coalition Benno Siggil Sénégal, la coalition Benno Ak Tanor et la coalition Macky 2012, nous avons décidé ensemble de mettre en synergie nos forces et en laissant de côté certains particularismes. Et c'est ça qui a fait que cette coalition a de la force, et c'est la raison pour laquelle notre appel est très fort pour demander aux populations de Guédiawaye de voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye. Ne nous mettez pas dans le piège de la propagande. Nous sommes, c'est vrai, au tout début de cette campagne électorale, mais Malick Gakou, quand on voit le cas de Pape Sagna Mbaye, qui est un responsable au niveau de votre parti, l'Alliance des Forces de Progrès, maire sortant de Pikine, qui n'est même pas finalement investi, qu'est-ce qui se passe au sein de votre parti? Mais il ne se passe rien. Vous savez que ce qui s'est passé à Pikine, justement, c'est l'échec de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que Pape Sagna Mbaye est un militant engagé pour la ville de Pikine. Il est maire sortant. Et nous sommes engagés, nous, dans notre parti, à faire en sorte que la coalition Benno Bokk Yakaar puisse aller ensemble aux élections à Pikine. Au dernier moment, ça n'a pas été le cas. Et face à ce désordre, et face à cette calamité que cela a conduit, Pape Sagna Mbaye a préféré se retirer, tout simplement. Se retirer pour ne pas être l'élément d'une cacophonie. Et l'AFP ne dit rien. Mais l'AFP, mais vous savez que la candidature d'un militant, d'un citoyen, mais individuelle, l'AFP ne dit pas, Pape Sagna, il faut impérativement que vous soyez maire. C'est Pape Sagna qui, en 2009, en étant responsable départemental de l'AFP à Pékin, a choisi de briguer la mairie. Il a été soutenu par l'AFP et également soutenu par la coalition Benno Siggil Sénégal. Cette fois-ci, il a choisi librement
de ne pas être candidat face à la cacophonie née justement des investitures. Je crois que c'est un choix que nous respectons. Mais cela ne veut pas dire que l'AFP n'aura pas un candidat à Pékin. Parce que vous savez, il faut quand même essayer de ne pas confondre la présence de Pape Sagna Mbaye ou de Malick Gakou sur une liste et la position de l'AFP dans le département de Pékin ou dans le département de Guédiawaye. Les départements de Pékin et le département de Guédiawaye sont des départements très importants et l'AFP n'entend laisser à aucune formation politique ces deux départements. Et je suis persuadé qu'au terme des élections, l'AFP se fera connaître sa position par rapport à la mairie de Pékin, mais aussi par rapport à la mairie de Guédiawaye. Donc vous n'avez pas renoncé à vos ambitions de diriger ces deux villes. Mais pourquoi nous allons renoncer? L'AFP est un parti d'avenir. L'AFP est un parti de progrès. L'AFP est un parti d'espoir. L'AFP entend être le premier parti politique du Sénégal. Je ne vois pas pourquoi, dans une entité quelconque, dans une collectivité locale quelconque du Sénégal, l'AFP entend ne pas poursuivre son avancée, entend poursuivre sa mobilisation, son engagement pour le Sénégal. Cela n'a aucune raison d'être. Alors, certains opposants du président Macky Sall, comme Idrissa Seck, n'hésitent pas à dénoncer ce qu'ils appellent l'envahissement de l'espace politique par la famille présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez ce sentiment? Mais vous savez, moi, je ne peux pas apprécier à la place du président Macky Sall pourquoi une partie de sa famille fait de la politique, mais je comprends au moins une chose au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, quand un homme politique a une ambition, mais les premiers partisans, c'est la famille. Ça aussi, il faut le dire. C'est clair. Parce que quand vous vous levez face à une injustice, ceux-là qui sont les premiers à être devant vous, c'est votre famille. Si c'est le contraire, on allait dire que mais cette famille-là, elle n'est pas normale. Je crois que c'est tout à fait compréhensible que dans le combat d'un homme politique, que sa famille soit avec cet homme politique pour aller se battre pour le Sénégal. Maintenant, cela est une chose. Une autre chose maintenant est l'implication de cette famille dans la gestion de l'État. Moi, je suis contre l'implication de la famille dans la gestion de l'État. Par contre, que la famille appuie l'homme politique pour accéder au pouvoir, pour réaliser des ambitions pour le Sénégal, cela est indiscutablement vrai et cela est lié fondamentalement à l'histoire politique de notre pays, mais également à la sociologie sénégalaise. Par contre, moi, je suis contre l'implication de la famille dans la gestion réelle de l'État. Est-ce le cas avec le président Macky Sall? Je ne sais pas, je sais juste qu'il y a beaucoup de membres de la famille du président qui cherchent à diriger des collectivités locales. Je pense que si c'était moi, je n'allais pas l'accepter et je ne partage pas cette vision des choses. Maintenant, je comprends que c'est très difficile à faire le dispatching et le distinguo entre le fait de pouvoir agir sur le plan politique en amont pour aider le président à accéder au pouvoir et ensuite de le laisser le terrain, d'autant plus que derrière aussi, qui aspirent à diriger des collectivités locales, ont quand même du monde derrière. Donc cela est difficile. Mais par contre, l'expérience marquante de ce qui s'est passé, du passé récent, devrait quand même être une leçon qui devrait nous permettre quand même de faire la séparation des rôles. Vous voulez parler du régime du président Abdoulaye Wade? Bien évidemment, vous savez que tout le combat qui a été mené autour de la présence de Karim Wade sur la scène politique, je crois que devrait quand même nous conduire à tirer les leçons de cette expérience et faire en sorte quand même que ce genre de discussion ne puisse pas constituer un frein à l'évolution démocratique du Sénégal et puisse continuer à ternir l'image de marque d'autres pays et de sa démocratie. Alors, Malick Gakou, qui n'est pas candidat à ces élections locales, qui lors des dernières de 2009 a accepté, comme vous l'avez dit, de laisser passer d'autres responsables politiques, est-ce que tout cela n'est pas le résultat d'un deal que vous aurez aujourd'hui avec certains responsables de votre coalition? Mais vous savez, moi je ne suis pas un dealer, mais tout le monde sait que tout ce que j'ai envie de dire d'autant plus qu'on a annoncé votre retour au gouvernement, je n'en sais rien. Non, vous savez que mon retour au gouvernement n'est pas à l'ordre du jour. Ah bon? Non, mon retour au gouvernement n'est pas à l'ordre du jour. Et vous savez que moi je ne suis pas un dealer. Chaque fois qu'il s'est agi de défendre mon pays, chaque fois qu'il s'est agi de travailler pour mon pays, chaque fois qu'il s'est agi de mettre mon énergie au service des populations de mon pays, mais je le fais avec ambition, avec détermination et avec engagement. Je crois que j'ai décidé de ne pas être candidat, puisque aussi, une autre raison que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est que je ne comprends pas que dans un pays aussi petit que le Sénégal, grand par ses hommes et par ses traditions et sa culture démocratique, que nous puissions arriver, grâce à la banalisation des institutions, à avoir 2707 listes. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
nous avons pratiquement 2707 maires potentiels dans le Sénégal. Cela est inadmissible, cela est inconcevable. Je crois que cela mérite d'être corrigé. Mais par votre faute. Et la coalition Benno Bokk Yakaar a une très grande part de responsabilité dans cette situation. Mais vous savez, moi je ne suis pas en train d'absoudre la coalition Benno Bokk Yakaar face à ses responsabilités. Je crois que c'est d'abord la responsabilité de toute la classe politique et en premier de l'État du Sénégal. Et cela est tout à fait invraisemblable qu'un petit pays... Regardez Guédiawaye, la ville où on me demande d'être candidat. Je crois que je suis le seul homme politique sénégalais qui dit que je ne suis pas candidat et qu'on me dise il faut qu'il soit candidat, il faut qu'il gagne. Mais cela est tout à fait à mon honneur. Mais je ne peux pas concevoir toutes les listes à Guédiawaye, les 69 listes à Guédiawaye sont venues me voir pour me dire il faut être notre tête de liste. Mais j'ai dit mais attendez, mais je ne peux pas être 69 Malick Gakou, je ne peux pas être 69 fois maire. Alors si on me dit vous êtes candidat, nous tous on se range. Si vous n'êtes pas candidat, nous allons être candidats. Mais est-ce que vous pouvez imaginer à Guédiawaye 69 listes, 69 maires potentiels. Et dans chaque liste, il y a au moins 2 ou 3 maires potentiels. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas faire en sorte que, à travers l'acte 3, à travers ces prochaines élections, que le plus grand vainqueur et le dernier vainqueur de ces élections soit le désordre. Et cela serait inadmissible et cela peut ternir durablement l'image de marque de notre démocratie et du processus de la décentralisation que nous avons entamé. Justement, l'acte 3 de la décentralisation, c'est l'une des réformes majeures du régime qui est là depuis mars 2012. Ces élections locales seront un test grandeur nature pour l'application de cette réforme. L'acte 3 de la décentralisation tel qu'il est mené, est-ce que cela correspond, vous, à votre vision de la politique de décentralisation en cours dans notre pays? Oui, je crois que l'acte 3 de la décentralisation n'est pas encore terminé. Je pense que donc il est difficile et superfétatoire de juger l'acte 3 à l'heure actuelle. Mais ce qu'il faut dire, moi je suis foncièrement contre l'élimination des régions. Moi j'étais président de région de Dakar et je suis persuadé que les régions avaient leur place dans notre cadre de décentralisation. Ce qu'il fallait faire, à mon avis, c'est corriger les régions. Puisque vous savez, c'est quoi la région, c'est quoi la commune, c'est quoi le département? Mais c'est des entités économiques. C'est des entités qui doivent servir à insuffler les bases du développement à la base. Mais il ne sert à rien de créer une commune sans ressources, il ne sert à rien de créer un département sans ressources. Et c'est la raison pour laquelle il fallait simplement rassembler le maximum de ce territoire géographique. C'est d'ailleurs pourquoi l'acte 3, dans son prolongement futur, envisage de créer des pôles de développement économique. Justement, ce sont ces pôles de développement qu'il fallait mieux en région et faire des régions fortes qui sont capables de soutenir dans un système harmonisé de développement économique le pouvoir central. Et c'est pourquoi je suis contre l'élimination, la suppression des régions. Et ensuite, il faut dire aussi que l'acte 3 devrait profiter de ces réformes pour changer la cartographie géographique des communes à Dakar. Mais vous savez, prenez la commune de Thiaroye, qui s'étend pratiquement de Pikine, Canada, qui passe par la route de Niayes, qui passe par le lycée de Mamoulaye, qui passe par Médina Gounass et qui se termine à Thiaroye-Gare. Mais cette commune, quel est le sens de cette commune? Elle est trop grande. Elle non seulement est trop grande, mais ce n'est pas une commune viable économiquement. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal gagnerait, dans le cadre des futures réformes complémentaires de l'acte 3 de la décentralisation, à réformer les communes et à créer des communes qui ont une base économique et sociale nécessaire à même de soutenir le développement économique et social des populations à la base. En résumé, cette réforme, en tout cas dans sa première phase, n'est pas bonne. Elle n'est pas terminée. C'est pourquoi je ne peux pas la qualifier. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup d'imperfections à corriger. Et je pense que l'occasion sera donnée, et dans les prochaines étapes, pour le pouvoir public, de revoir, en tout cas certaines questions. La dimension, la communalisation, elle est une bonne chose, une bonne mesure. Mais faudrait-il que cette commune... Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout doit être donné pour créer de l'économie, pour créer de la richesse, pour créer des revenus. Alors, si on ne crée pas de l'économie, on ne crée pas de la richesse, on ne crée pas de revenus, on ne crée pas de développement. Et nous sommes un pays pauvre, très endetté. Si à la base, les entités que nous créons ne sont pas des entités de développement, bien évidemment, on créera des communes qui vont dépendre des villes et qui elles-mêmes vont dépendre du pouvoir central et vice-versa. Et c'est la raison pour laquelle je pense que notre système de décentralisation devrait être un système de décentralisation qui devrait, à la base, aider l'État du Sénégal à créer le développement à la base, à organiser le développement à la base,
à créer le pôle de développement économique sur la base duquel l'État peut s'appuyer pour créer les conditions de l'émergence et du développement économique et social. C'est cela la décentralisation. En fait, il ne s'agit pas d'une communalisation pour dire qu'on a une commune X ou une commune Z. Il faut faire en sorte que la commune X puisse servir économiquement, puisse être une entité économiquement viable pour pouvoir être au service des populations. C'est cela, à mon avis, cette décentralisation qui gagne, et c'est en cela que nous devons aller. Et c'est la même chose en ce qui concerne les régions. Nous ne pouvons pas faire des régions qui n'ont aucune vitalité, créer des régions qui n'ont aucune base économique, créer des régions qui n'ont pas d'agrégat de développement, créer des régions qui ne supportent pas les fonctionnalités du développement économique et social des populations. Ça, c'est un problème, et c'est pourquoi ces questions doivent être réglées par la décentralisation en amont pour permettre à l'État du Sénégal d'être efficace. Alors, le grand jury de la RFM reçoit El Hadj Malick Gakou. Il est membre du bureau politique de l'AFP. Il est d'ailleurs le numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès. Nous allons parler de cette perspective après les locales. C'est l'élection de 2017. Certains disent qu'il y a un premier tri déjà qui se fera à l'occasion de ces élections locales. Cette perspective de 2017, comment elle se dessine pour vous? Mais la perspective de 2017 se dessine pour moi comme pour tous les Sénégalais. Vous savez, nous sommes en 2014, nous sommes à 3 ans de 2017. Je me demande pourquoi on doit se focaliser sur l'élection présidentielle. Pourquoi? De 2017. Parce que le bureau politique de votre parti, dernièrement, a décidé que vous n'aurez pas de candidat à la prochaine présidentielle. Mais vous savez, les partis politiques disent beaucoup de choses et beaucoup d'autres choses encore. Et c'est la raison pour laquelle moi je préfère, en tout cas, dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, aider le pouvoir actuel à régler les problèmes les plus importants et les plus essentiels du Sénégal. La question de 2017 appartient au peuple sénégalais, appartient à Dieu, et le moment venu, je suis persuadé, le congrès de l'AFP, qui est l'instance la plus appropriée pour parler de ces questions, se réunira et donnera un point de vue et qui déterminera le point de l'AFP par rapport à cette perspective. Donc rien n'est définitif? Mais rien n'est définitif en politique. Même si Moustapha Niasse dit, tant que je suis là, il n'y aura pas de candidat face au président Macky Sall. Mais vous savez que Moustapha Niasse est un démocrate. Oui. Et Moustapha Niasse n'a pas créé l'AFP pour créer une dictature interne à l'AFP. Moustapha Niasse a toujours été un démocrate. Il nous a formés, il nous a forgés dans la démocratie, et nous le sommes. C'est la raison pour laquelle nous, ce que nous voulons, c'est aider le pouvoir actuel dans le cadre des prérogatives que nous partageons ensemble à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement et demain dans l'exécutif local, à faire en sorte que tous les desiderata du développement économique et social de notre pays soient satisfaits. À partir de ce moment-là, nous allons apprécier. Mais nous ne pouvons pas, aujourd'hui, en 2014, épiloguer sur une élection présidentielle de 2017. Et je crois que le moment venu, comme chaque fois qu'il s'est agi d'élection présidentielle, en 2000, en 2007, en 2012, nous allons tenir un congrès d'investiture, et c'est ce congrès d'investiture qui dira voilà le candidat de l'AFP, ou bien voilà le candidat que l'AFP soutient si ce candidat est en dehors de l'AFP. Mais ce qui demeure évident, l'AFP est un parti d'avenir. Et l'AFP n'entend laisser à aucun parti politique dans ce pays l'espace ou la raison de pouvoir déterminer du choix de son histoire et de son avenir. Autrement dit, l'AFP ne peut pas se permettre de ne pas avoir de candidat à la prochaine présidentielle. C'est ça le fond de votre pensée? Je ne peux pas le dire ici et maintenant, mais ce qui demeure évident, le choix de l'AFP, ce sera le choix des régions de l'AFP, le choix des départements, le choix du bureau politique, le choix du congrès d'investiture, le choix des jeunes et le choix des femmes. Justement, le bureau politique dit qu'il n'y aura pas de candidat face au président Macky Sall. Vous savez, le bureau politique qui s'est réuni en 2014, qui dit qu'en 2017, il n'y aura pas de candidat. Vous vous souvenez qu'en 2007, le président Niasse lui-même ne voulait plus se présenter à une élection présidentielle. Il avait déclaré, mais c'est le bureau politique, c'est nous-mêmes qui avons dit au président Niasse que vous devez vous présenter, compte tenu de votre aura, de votre carrure, de la pertinence de votre ambition pour le Sénégal, de votre expérience. Vous ne pouvez pas laisser les Sénégalais s'œuvrer d'une candidature aussi importante que la vôtre. Et le président Niasse a toujours refusé, mais nous lui avons imposé sa candidature. Et c'est pourquoi il a accepté. Il a accepté et il a plongé encore une fois, et malgré le fait qu'il ait déjà déclaré qu'il ne serait plus jamais candidat à une élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle je crois que le président Niasse, en disant que maintenant, son candidat à lui, c'est Macky Sall en 2017, il a voulu juste mettre fin à un débat très prématuré. Je crois qu'il n'a aucun fondement d'ailleurs, puisque 2017, comme je l'ai dit, c'est l'affaire de Dieu
c'est l'Afrique du peuple sénégalais et c'est Dieu et le peuple sénégalais qui détermineront la position de l'AFP en fonction des desiderata que nous mettrons en exergue sur la base d'agrégats de jugement qui dépendent de la base du parti jusqu'au sommet. Si vos relations avec votre leader Moustapha Niasse sont bonnes, sont au beau fixe, pourquoi vous ne raisonnez pas comme lui que son candidat, c'est le président Macky Sall en 2017? Mes relations avec le président Macky Sall, avec le président Moustapha Niasse n'ont absolument rien à voir avec la question de la présidentielle de 2017. Moustapha Niasse, c'est mon père, c'est une référence pour moi, c'est aussi mon symbole de tout ce que j'ai toujours considéré comme étant un homme politique idéal. Donc, je crois qu'il comprend aussi que nous sommes des démocrates, comme lui-même nous a enseigné la démocratie. Il peut avoir son point de vue, mais sur cette question, je dois vous dire, à l'AFP, il y a autant de positions que de militants de l'AFP. C'est pourquoi nous avons... Votre position à vous, Macky Sall est-il votre candidat? Mais comment je peux dire aujourd'hui, en 2014, que Macky Sall est mon candidat en 2017? C'est manquer de respect au peuple sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est aider Macky Sall à travailler, à réaliser le programme pour lequel nous l'avons mis au pouvoir avec 65% des suffrages. Et je crois que c'est ça la question la plus importante aujourd'hui. Maintenant, la question de 2017, c'est une question de demain. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu de pouvoir être vivant, rendre grâce à Dieu de pouvoir avoir les moyens de ses capacités, et ensuite avoir aussi un certain nombre de choix tout à fait indépendants qui déterminent sur la base des volontés des populations, sur la base des volontés des militants, un engagement pour demain, et c'est cela qui déterminera le point de vue de Malick Gakou par rapport à la question de 2017. Vous y pensez en vous rasant? Mais comment je peux, moi, me regarder, moi, enfant pauvre de la banlieue, qui me bat tous les jours pour le développement de mon pays, qui me bat tous les jours pour lutter contre la précarité, qui me bat tous les jours pour assurer à ma localité, au Sénégal, les conditions d'un développement économique et social harmonieux, comment je peux me raser et me dire que je dois être président du Sénégal? Vous savez, le plus grand danger dans ce pays, tout le monde peut être président, tout le monde veut être président, tout le monde veut être maire, mais regardez la question des locales. Mais qu'est-ce que vous pouvez penser d'un pays où vous pouvez tout de suite vous retrouver avec 600 et quelques collectivités locales, avec presque 2000 maires potentiels, 3000 maires potentiels? Vous savez, il faut arrêter la banalisation de nos institutions. Vous renoncez à votre ambition présidentielle? Mais pour d'abord renoncer à une ambition présidentielle, faudrait-il que je vous dise que j'en ai une. Ce qu'il faut retenir... Vous n'en avez pas. Non, je ne peux pas dire que je n'ai pas d'ambition, ni présidentielle, ni autre. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, je trouve prématuré, face à la précarité qui sévit dans notre pays, face aux difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés, face aux ambitions que l'État du Sénégal, que tout le peuple sénégalais a pour ce pays-là, que 3 ans avant l'élection présidentielle, qu'on se mette à épiloguer sur une élection présidentielle et sur des candidatures. Je pense que c'est trop tôt. Maintenant, le moment viendra où, bien évidemment, les hommes politiques, les partis politiques apprécieront la situation, et en ce moment-là, bien évidemment, ce que je pense, je le dirai. On parle de 2017 peut-être avec une certaine imprudence. Et si l'élection présidentielle ne se tenait pas justement en 2017, mais en 2019, pour se conformer au mandat de 7 ans pour lequel le président Macky Sall a été élu? Non, moi je pense que ce débat est dépassé dès lors que le président de la République lui-même l'a tranché. Pour moi, ce débat est dépassé. Pourquoi voudrait-on revenir sur ce débat-là? Le président lui-même a pris l'engagement de faire un mandat de 5 ans. Mais pourquoi douter de la parole du président? Je pense que nous n'avons aucune raison. Le président Macky Sall est un homme de parole. Il appartient à une coalition bien organisée, bien structurée. Je pense que, comme il l'a dit, l'élection présidentielle devrait se tenir en 2017. Devrait, mais dans la Constitution, on a toujours un septennat. Mais vous savez, même si on a un septennat, il a dit que lui, le moment venu, il changera la Constitution pour être en harmonie avec cet engagement. Je pense que le président Macky Sall ne reviendra pas sur cet engagement-là. Ces réformes, d'ailleurs, est-ce qu'elles ne tardent pas un peu? Mais vous savez, on ne peut pas imposer à un chef d'État un timing. Je pense que le président de la République, il a ses priorités. Le plus important, c'est que le timing n'est pas important. Le plus important, c'est le respect de la parole donnée. Et je crois que sur ce point de vue-là, tout le monde peut considérer que le président Macky Sall doit pouvoir respecter sa parole. Je pense que c'est un homme de parole et je crois qu'il ira jusqu'au bout de cet engagement parce que c'est un engagement très fort qu'il a pris librement. Et je pense que rien ne devrait l'empêcher de pouvoir tenir cet engagement-là.
El Hadj Malick Gakou est l'invité du grand jury de la RFM. Dans un entretien avec la presse après la sortie de son livre Servir, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a commenté les circonstances de votre départ du gouvernement en ces termes. Avec le ministre du Commerce Malick Gakou, il y a eu peut-être un petit cafouillage, à la limite très léger. C'est un cafouillage qui était né de l'arbitrage sur les prix de la farine, mais l'essentiel était de mettre en œuvre la décision du président de la République. Fin de citation, votre commentaire? Mais vous savez, je considère que ça c'est un lapsus de mon grand frère Abdoul Mbaye. Vous savez qu'Abdoul Mbaye c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, mais permettez-moi quand même de ne pas revenir sur les actes du gouvernement. Moi je suis un ancien ministre, Abdoul Mbaye a été mon premier ministre, nous avons partagé des discussions sur des questions. Je pense que c'est un lapsus que de dire ce qu'il a dit et je ne peux pas en rajouter parce que je suis un homme d'État. Je pense que les secrets d'État, on doit pouvoir les garder et je suis vraiment désolé de ne pouvoir répondre à cette question au risque même de trahir ma formation politique, ma formation d'homme d'État et ma culture de la République. Mais même s'il se trouve qu'à l'époque des faits, on vous a présenté comme un défenseur des intérêts du groupe Mimran qui préconisait avec les meuniers justement une augmentation du prix de la farine. Mais vous savez que moi, comment je peux défendre un groupe face à mon peuple? Moi, je suis un enfant de pauvre. Je suis un enfant de la banlieue. Je suis un pur produit de la banlieue. Je ne peux pas, moi, défendre un groupe contre mon peuple. Au contraire, je me battrai contre tous les groupes pour défendre le peuple sénégalais. Mais je crois que poser le problème dans ces paradigmes-là est une manière biaisée de poser le problème. Mais je considère que, encore une fois, c'est un lapsus de mon grand frère. Je considère que le Premier ministre Abdoul Mbaye est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Et c'est parfaitement ce qui s'est passé. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le prix de la farine? Mais vous savez, je ne peux pas révéler ici, dans une émission de radio, les secrets d'un gouvernement. Oui, lui, il dit que c'est le prix de la farine. Mais lui, il peut le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, moi, je dois garder les secrets du gouvernement. Depuis que je suis sorti du gouvernement il y a 2 ans, je me suis abstenu de commenter les faits et gestes qui ont été opérés à ma présence pendant que j'exerçais les fonctions de ministre. J'ai été ministre du gouvernement. J'ai démissionné librement de ce gouvernement-là. Les raisons, je les garde pour moi-même, mais je sais que je ne vais pas livrer à la place publique les secrets du gouvernement, puisque ça ne fait pas partie de ma culture de l'État, encore moins de ma culture de la République. Vous aviez quand même, malgré tout, signé cette décision du gouvernement en tant que ministre du Commerce, qui, justement, maintenait les prix de la farine dans leur statu quo. Non, mais non, ce n'était pas le statu quo. Ce qui s'est passé, c'est que les prix de la farine, les prix du blé ont augmenté sur le marché mondial. Avant ma venue au ministère du Commerce, des discussions ont été entamées et je ne peux pas en dire plus. Donc, quand moi je suis arrivé, je n'ai fait que suivre un processus. Et je crois que le gouvernement avait pris la bonne décision sur la base des décisions de bloquer les prix. Non, il y avait même une baisse des prix, en fait. Oui. Donc, oui, aujourd'hui, oui. Au moment où on parle, il n'y a pas longtemps, il y a eu une baisse des prix. Oui, mais vous savez, dans ce genre de choses, c'est la voix du président qui décide. Le président avait pris une décision, comme il l'a dit, et le gouvernement était obligé de l'appliquer. Mais je crois que, encore une fois, les discussions internes qui se sont passées entre le gouvernement et les meuniers, vouloir les présenter comme étant un combat entre le peuple sénégalais et un groupe, vraiment, c'est biaisé. Et le débat, c'est encore une fois passé à côté. Mais, encore une fois, je dis, je ne peux pas me permettre de revenir, pendant que je ne suis plus dans le gouvernement, de revenir sur des discussions qui se sont passées à l'intérieur du gouvernement. Je crois que cela est contraire aux principes de la République dans lesquels j'ai toujours été éduqué. Et je crois que c'est pour la raison pour laquelle je ne peux pas répondre directement. Mais en tout cas, vouloir résumer ma démission du gouvernement comme étant un cafouillage ou bien un léger malentendu, c'est ne pas me connaître Malick Gakou, puisque moi, je suis un Sénégalais et mon combat pour le Sénégal n'a pas de prix. Si c'était plus sérieux que ça, était-ce lié à un désaccord, par exemple, sur les orientations du gouvernement, les orientations économiques? Mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas revenir sur ma vie dans le gouvernement. Ma vie dans le gouvernement est une vie estampillée secrète, puisque c'est une vie dépassée. Tout le monde a suivi en son temps les raisons pour lesquelles j'ai démissionné. Et je crois que ce n'est pas la peine de revenir sur les actes posés par le gouvernement pour en rajouter. Ça ne sert à rien. Je crois que je dois respecter l'État. Le gouvernement
est en train de faire son travail, le président de la République est en train de faire son travail. Je n'ai aucune envie, encore moins une ambition, de discréditer le travail de l'État du Sénégal. Ce que je considère, j'ai du respect pour ce que fait le président de la République et son gouvernement. J'ai été membre de ce gouvernement. Je crois que j'ai travaillé du mieux de moi-même pour servir mon pays à travers le ministère des Sports, à travers le ministère du Commerce. Et je remercie le président de la République de m'avoir nommé à ces différentes fonctions. Mais j'ai démissionné librement. Je crois que ce n'est pas de mon devoir et c'est inélégant et anti-républicain que je vais mettre à dévoiler les secrets du gouvernement, et ça je ne le ferai pas parce que ça ne fait pas partie de ma culture politique. Alors, assiste-t-on aujourd'hui à une embellie ou une grisaille de l'économie sénégalaise? Vous savez que l'économie sénégalaise traverse depuis un certain nombre d'années des difficultés. Je crois que le fait même que le régime passé soit battu aux élections en est une conséquence. Le chômage grandit, et la cherté de la vie est encore là, et les difficultés économiques et sociales sont encore là, la précarité est là, mais je crois que le gouvernement a des ambitions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pensé mettre en place le plan Sénégal émergent. Oui, à côté des ambitions, il y a la réalité. Quelle est la réalité économique d'aujourd'hui? Comment vous la qualifiez? Mais la réalité économique aujourd'hui est très difficile, parce que la réalité se mesure... Il n'y a pas d'embellie donc pour vous? Mais où est-ce que peut se trouver une embellie? Dans la mesure où le gouvernement cherche justement à créer cette embellie à la suite du gouffre économique et social que nous a légué l'ancien pouvoir. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Sénégalais sont très fatigués, la pauvreté est encore là, la précarité est encore là, plus de 65% des Sénégalais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, il faut renverser la tendance, il faut encore une fois se battre pour le développement, il faut se battre pour l'émergence. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent a quelques intelligences qui, si elles sont mises en exergue, appuyées par une forte mobilisation nationale, devraient permettre de remettre les agrégats au vert. Vous savez que dans ce plan, il y a quelque chose d'intéressant, puisque le plan Sénégal émergent essaie de mettre en arithmétique des projets phares porteurs dans des secteurs ambitieux de l'infrastructure, de l'agriculture, du tourisme, de l'économie numérique, etc., etc. De l'énergie. Et l'énergie aussi. Et c'est la raison pour laquelle le fait de créer des projets porteurs et de les mettre en adéquation avec une ambition de renforcer la croissance économique sur 4 ans, à hauteur de 7%, je crois que cela aussi est ambitieux. Et c'est la raison pour laquelle... Certains disent que ce n'est pas assez ambitieux. Les partenaires au développement... Non, je dis juste que les partenaires au développement aussi ont donné leur partition. Je crois que sous ces triptyques-là, on peut saluer l'émergence du plan Sénégal émergent. Maintenant, 7% d'ici 4 ans, bien évidemment, ce n'est pas une ambition définitive, mais je suis persuadé qu'au terme du plan Sénégal émergent, le Sénégal ne sera même pas un pays émergent. Le Sénégal sera un pays pré-émergent. Maintenant, il faut aller plus loin, aller vers plus d'ambition, aller vers plus de motivation, plus de mobilisation. Et cela ne peut pas se faire sans une mobilisation du secteur privé qui doit être le moteur de la croissance. Cela ne peut pas se faire sans qu'on mette à la disposition de l'économie un financement adéquat. Figurez-vous qu'aujourd'hui, au Sénégal, le taux de crédit accordé au secteur privé dans la part du PIB ne représente même pas 30%. Alors que dans un pays comme l'île Maurice, dans un pays comme l'Afrique du Sud, ce taux de crédit avoisine les 70 et 75%. Cela est inadmissible. Donc il faut insuffler de l'énergie, il faut insuffler des financements à l'économie. Il faut donc créer un secteur privé à même de soutenir les bases du développement économique et social. Et c'est cela que le Sénégal doit faire. À l'image des autres pays qu'on appelle émergents. Vous savez ce qu'a fait le Brésil, vous savez ce qu'a fait la Malaisie, vous savez ce qu'a fait Singapour, la Corée du Sud et tant d'autres. C'est parce que ces pays ont su, sur la base des ressources naturelles, sur la base des infrastructures, sur la base du travail et sur la base de la mobilisation des ressources et de l'agriculture, créer les synergies fonctionnelles à même de soutenir les bases du développement économique, social et de la croissance. Justement. C'est ça qui ont fait de ces pays des pays émergents. Et ici même en Afrique, des pays comme le Gabon, comme l'Afrique du Sud, sont en train d'aller dans cette direction. Je crois que le plan Sénégal émergent va dans cette direction, mais cela ne peut pas se réaliser sans une mobilisation nationale autour de ces principaux axes de développement. Puisqu'on aura beau créer des plans que le Sénégal a créés depuis très longtemps, ce plan n'est pas le nouveau plan. Ce n'est pas un nouveau plan, un plan exceptionnel qui a été créé. Non, parce que ce plan, le Sénégal a toujours créé des plans. Depuis le plan quinquennal de développement jusqu'au plan Sénégal émergent, le Sénégal a toujours été à créer des plans comme tous les autres plans. Nous avons toujours travaillé sur la base de plans avec les partenaires multilatéraux. Mais ce qu'il faut aujourd'hui,
non seulement ce plan-là, l'appliquer dans sa cohérence totale, mais également, il faut une mobilisation nationale autour de ces principaux axes. Et il faut aussi, surtout, une transformation sociétale à même de soutenir les ambitions de ce plan pour que le Sénégal soit un pays émergent à l'horizon fixé. Justement, on peut lire dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2015-2017, publié par l'Observateur, que les priorités du président Macky Sall, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'énergie. Vous êtes d'accord avec lui? Mais bien évidemment, vous savez, les priorités d'un président sont les priorités du peuple. On ne peut pas créer du développement sans énergie. On ne peut pas créer du développement sans la bonne santé. On ne peut pas créer du développement sans une bonne formation en adéquation avec l'emploi. Mais cela n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je salue cette perspective du gouvernement de donner plus de tonus à l'énergie, à la santé, à l'éducation, pour permettre au pays d'être mieux préparé à l'émergence, d'être mieux préparé à créer les conditions de développement économique et social que nous voulons mettre en exergue dans notre pays. Vous êtes parrain de plusieurs initiatives sociales au Sénégal et à l'étranger. D'ailleurs, vous êtes initiateur et fondateur de la Fédération des orphelinats du Sénégal. Justement, que pensez-vous des orientations sociales de l'actuel régime? Est-ce qu'elle cadre avec votre vision justement du développement social? Mais vous savez, quand tout à l'heure vous disiez que la pauvreté est toujours là et ainsi de suite. Mais le Sénégal est toujours un pays trop pauvre. Excusez du terme. Vous savez, vous allez chez moi dans la banlieue, vous allez dans le monde rural, la pauvreté est là. Je crois qu'il y a une énergie exceptionnelle du gouvernement, une volonté fondamentale du gouvernement de renverser la tendance, et je crois que cela mérite d'être salué. Maintenant, ces efforts-là ne vont pas donner des résultats à l'immédiat. Ce qu'il faut faire, c'est que dans le court terme, qu'on indique la pauvreté au Sénégal, et cette pauvreté endémique mérite d'être endiguée au service des populations. Moi, j'ai créé la Fédération des orphelinats du Sénégal parce que j'ai pensé à mon enfance, j'ai pensé à ma mère que je ne connais pas aussi. Parce que vous savez que moi, je suis né orphelin, et en tant qu'enfant orphelin, j'ai grandi dans la pauvreté, j'ai grandi entre Thiaroye-sur-Mer, Guinaw Rail, Pékin, Guédiawaye. Alors, j'ai grandi donc dans la banlieue et dans la pauvreté absolue. Je me suis dit que maintenant, mon ambition à moi, mon projet à moi, le projet qui me fait vivre, qui me motive et qui m'engage, c'est de faire en sorte que ce qui est arrivé à ma mère ne puisse arriver à aucune mère. Vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, 2000 femmes meurent en donnant la vie. Mais cela est extraordinaire. C'est pourquoi j'ai créé cette fédération en relation avec mes amis et partenaires internationaux pour venir appuyer les efforts du Sénégal, appuyer l'effort du gouvernement, appuyer l'effort de toutes ces femmes qui se battent pour mettre des enfants sains dans le monde. Et aujourd'hui, donc, mon combat, c'est le combat de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Et je crois que nous sommes en train de tout faire pour arriver à cela. Déjà, au niveau de notre fédération, nous allons mettre en place une fondation. Et j'ai des amis dans le monde qui ont déjà mis 100 millions de francs pour appuyer déjà les femmes dans ce domaine-là. Et à partir du mois d'octobre, nous allons sillonner le pays, n'est-ce pas, pour renforcer les capacités de l'État à diminuer la mortalité maternelle et néonatale. Et cela aussi est inadmissible. Je crois que le gouvernement est en train de faire des efforts, mais moi j'en appelle à la mobilisation de toutes les forces nationales, de toutes les synergies, afin que nous puissions créer les conditions, puisqu'aucune mère ne meurt en donnant la vie, et qu'au Sénégal puissent naître des enfants sains. Quelle est l'originalité de votre fondation? Parce que des fondations de cette nature existent. Oui, mais l'originalité, c'est que, vous savez, moi, je pense que l'ambition fondamentale que j'ai, vous savez, moi j'ai beaucoup fait pour le sport sénégalais. J'ai beaucoup fait pour la culture sénégalaise. Et j'ai beaucoup fait pour l'éducation dans ma contrée. Je ne parle même pas des mosquées et d'autres choses. Aujourd'hui, je pense que je suis en âge maintenant de repenser à ma mère, comme à toutes les mères du Sénégal. Et en pensant à ma mère, je pense à toutes les mères du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que je n'ai plus le droit de continuer à faire davantage dans d'autres secteurs que dans le secteur qui a amené ma mère. Et c'est ça le point nodal et le point fort de cet engagement. Et cet engagement, je le partage avec des milliers de gens qui ont vécu ce drame dans leur vie. Moi, j'ai eu la chance de vivre et ma mère a eu la chance de disparaître en donnant la vie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous avons pour ambition de tout faire pour que dans les 3 prochaines années, mettre en place au Sénégal un hôpital de l'enfant et de la mère. Mais vous savez, combien d'enfants meurent de drépanocytose? Combien de femmes meurent du cancer de l'utérus? Je crois que ça, c'est des pandémies extrêmement dangereuses
qui peuvent vraiment porter préjudice à l'évolution de notre pays. C'est la raison pour laquelle... Des mamans qui meurent même en couche. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit quand je parle de mortalité maternelle et néonatale. Justement, je parle de cela. Je crois que c'est le combat de Malick Gakou. Maintenant, je me concentre davantage sur ces questions, plus que sur le sport. Parce que vous savez, j'ai beaucoup fait pour le sport, j'ai beaucoup fait pour la culture. On en parlera tout à l'heure. J'ai beaucoup fait pour les autres secteurs. Je crois que les maigres moyens que j'ai et la mobilisation de mes amis sur le plan international devraient nous permettre de pouvoir arriver à mettre au Sénégal en place un hôpital de la mère et de l'enfant pour pouvoir, à côté de l'État, qui ne peut pas tout faire, encore une fois, à côté de l'État qui ne peut pas tout faire, accompagner ses efforts afin qu'aucune mère ne meure en donnant la vie. El Hadj Malick Gakou est l'invité du grand jury de la RFM. Nous allons maintenant interroger le militant du sport que vous êtes, et c'est le dernier thème de cette émission. D'abord, la lutte. Il y a la Coupe du Monde, nous en parlerons tout à l'heure, mais la lutte avec la chute de Balla Gaye 2, en votre double qualité de parrain de ce combat face à Bombardier et de président d'honneur de l'école de lutte Balla Gaye. Comment vous avez vécu la chute de votre champion? Mais vous savez que c'est le sport, c'est une déception. Mais c'est le sport, nous sommes des partisans du fair play. Donc c'est le sport, nous étions très déçus, toutes les populations de Guédiawaye ont été déçues, puisque notre champion est tombé. Vous savez que Balla Gaye, c'est mon petit frère, Balla Gaye, c'est notre produit, et nous avons tout fait pour lui. Et pour ce combat-ci, comme pour les anciens combats, nous avons tout fait pour que Balla Gaye gagne. Mais c'est Dieu qui décide. Dieu a donné la victoire à Bombardier, qui est aussi un petit frère et un ami. Donc nous le félicitons, nous pensons que sa victoire est méritée. Balla maintenant doit se refaire. Et nous allons l'aider. Refaire, le mot est lâché parce que on apprend que depuis sa chute, il ne rencontre personne, qu'il est en train de pleurer tout le temps. Quel est son état psychologique aujourd'hui? Balla, c'est un guerrier. Balla ne pleure pas, Balla n'est pas... Au contraire, il a dépassé ça depuis longtemps. Ah oui? Tous les jours, il est en train de faire du thé devant chez lui, comme il a toujours fait avec ses amis. Balla, c'est un croyant. Vous savez, nous ne pouvons pas, nous, grandir dans la banlieue et ne pas croire en Dieu. Je crois que Balla rend grâce à Dieu de lui avoir permis de quitter sa situation de jeune mécanicien jusqu'à devenir le roi des arènes en si peu de temps. Je crois que celui-là, il doit rendre grâce à Dieu, et Balla rend grâce à Dieu. Il comprend que c'est Dieu qui a décidé qu'il tombe, il est tombé. Maintenant, la vie continue. C'est pas parce qu'il était malade? Vous savez, tout cela, on ne peut pas entacher la victoire de Bombardier quand même. Ouais. Je crois que le sport, c'est le sport. Ouais. Même malade, si tu luttes, tu perds. C'est pas parce que tu es malade, tu perds parce que tu as lutté. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Bombardier a une belle victoire. Nous félicitons Bombardier, nous l'encourageons à continuer à préserver sa couronne, et il nous appartient, nous, de nous préparer encore une fois, de préparer notre poulain pour qu'il reprenne cette couronne. Et je crois que Balla est assez jeune, et je crois que dans les prochaines années, Balla reprendra sa couronne et la vie va continuer. Je voudrais juste dire encore un message. Vous savez, bien souvent, mes amis me disent, oui, pourquoi vous soutenez la lutte? Pourquoi vous... Mais dans ce pays-là, la lutte est un sport. Le sport dans le monde est devenu un moteur de croissance. Le sport est devenu un élément d'économie centrale. On ne peut pas négliger le sport. Dans aucun pays sérieux, on ne néglige le sport. Parce que vous savez, vous voyez tous ces jeunes, 7000 jeunes qui sont en train de lutter. Mais s'ils ne luttent pas, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pourquoi il faut encadrer la lutte sénégalaise. Il faut l'aider à se moderniser. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire autre chose. Mais autre chose, ça veut dire quoi? Leur donner de l'emploi. À côté de ces 7000 jeunes, il y a des centaines de milliers de jeunes qui ont des diplômes et qui ne font aussi rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aider ces jeunes qui ont choisi la lutte à être dans un cadre harmonisé, dans un cadre moderne d'expression de ce sport et dans un cadre de rentabilité et de revenus de ce sport, mais en même temps aider les autres jeunes. Mais c'est pourquoi nous ne devons négliger aucun secteur du sport sénégalais, de la lutte jusqu'au football, en passant par le handball, etc. Moi, je suis un partisan du sport, je suis un partisan du sport économie, je suis un partisan sport moteur de développement, justement, moteur de croissance. Est-ce que c'est pas il ne faut pas changer de paradigme? C'est des jeunes, vous dites, s'ils ne font pas la lutte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut peut-être les former. Mais ils sont formés à être des sportifs. Parce que la pratique du sport doit aussi, je veux dire, aller de pair avec l'éducation, avec l'instruction. Mais vous savez que la plupart des lutteurs sont formés, ils ont été à l'école, ils ont échoué à l'école. Comme eux, il y a des mécaniciens parmi eux, il y a des tauliers parmi eux, ce n'est pas des lutteurs qui n'ont aucune formation. La plupart, Balla Gaye a été mécanicien, il a été apprenti, il a été quelque part avant d'être lutteur. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut aider la lutte sénégalaise à se moderniser. Bien évidemment, il faut disséquer la lutte sénégalaise de ces dogmes qui font que, fondamentalement, la lutte soit considérée comme étant que du folklore. En tant que produit économique, la lutte sénégalaise génère des ressources
Et en tant que produit économique, la rue sénégalaise génère des revenus pour permettre d'entretenir des familles au Sénégal. Et cela est important. Maintenant, c'est pourquoi, pour revenir sur Balla Gaye et sur Bombardier, je crois que c'était, en tant que parrain, une belle victoire de la lutte et du sport sénégalais. Je m'en réjouis et je remercie mon petit frère Aziz Ndiaye de m'avoir fait parrain des grands événements chaque année. Et je lui rends grâce de m'avoir aussi pour cette année offert cette opportunité. Et je rends grâce à Dieu surtout que ce combat soit terminé sans effusion de sang et dans la paix et la tranquillité. Grosse actualité sportive, la Coupe du Monde au Brésil. On va insister sur les chances de l'Afrique. Est-ce que vous croyez que l'Afrique, cette fois-ci, a la possibilité, à travers les équipes qui sont qualifiées, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, d'aller au-delà des quarts de finale? Vous savez, moi, je crois que j'ai l'impression que si un pays africain arrive en quart de finale ou en finale, comme ce fut le cas du Sénégal en 2002, on a l'impression que c'est une équipe européenne qui part en finale ou en demi-finale. Il faut redescendre sur terre. Il faut développer le football à la base. Comment dans une équipe nationale où vous avez 99% de joueurs qui évoluent à l'étranger, plus aider à développer un football local? Mais cela n'est pas possible. Vous faites allusion à qui? Mais je fais allusion à l'équipe nationale du Sénégal? Je fais allusion à toutes les équipes nationales africaines, qui pour essentiel sont composées de joueurs expatriés. Mais cela est inadmissible. Vous savez, l'Afrique a du talent. Et ça devrait gêner, parce que quand même, quand on regarde, même le Brésil, qui a la plupart de ces joueurs qui jouent en Europe. Mais attention, mais allez regarder le championnat brésilien, allez regarder le championnat argentin, allez regarder les championnats de d'autres pays. Le problème, c'est que, bien évidemment, c'est la crème qui sort, mais derrière cette crème, il y a quand même quelque chose. Il faudrait donc développer le football à la base. Tant qu'au Sénégal, on ne développe pas le football à la base, le football n'ira pas loin. Et c'est la même chose pour tous les États africains. Nonobstant cela, je voudrais dire avec force que mon souhait le plus ardent, c'est qu'une équipe africaine gagne enfin la Coupe du Monde. Je crois que ces joueurs qui sont... Vous y croyez pour ce mondial-ci? Mais bien sûr, parce que ces joueurs sont d'égale dignité avec tous les autres joueurs, parce qu'ils évoluent ensemble dans les mêmes équipes en Europe. Donc je pense que rien ne devrait s'opposer à ce qu'une équipe africaine puisse gagner la Coupe du Monde. Et je souhaite que dans la terre de la Samba, dans la terre du Brésil, qui nous est si proche, en face de notre continent, qu'une équipe africaine puisse gagner la Coupe du Monde. Comment appréciez-vous maintenant les performances de l'équipe nationale de football qui est à la veille un peu des éliminatoires de la CAN de 2015, éliminatoires qui vont démarrer en septembre prochain, mais une équipe nationale qui ne s'est pas qualifiée à la dernière CAN, qui ne s'est pas qualifiée non plus à ce mondial brésilien? Comment vous, en tant que ministre des Sports, mais aussi membre de la Fédération sénégalaise de football, ancien ministre des Sports plutôt, et membre de la Fédération sénégalaise de football, vous avez été vice-président, comment appréciez-vous ces performances de notre équipe? Oui, je dois dire que quand même, toute modestie mise à part, je connais très bien le football sénégalais, pour avoir été pendant 10 ans président de club, et pour avoir été pendant 5 ans aussi membre du bureau fédéral, et pendant 3 ans vice-président de la Fédération de football. Je ne veux pas en rajouter, mais ce qu'il faut dire, que l'équipe nationale du Sénégal est dans la bonne voie. Je pense qu'il appartient à l'État d'appuyer l'équipe du Sénégal. Vous savez que moi, en tant que ministre des Sports, mais j'ai passé tout mon temps à emprunter à ma banque de l'argent pour préfinancer des regroupements de l'équipe nationale, pour payer des primes, parce que nous n'avons pas mis en place des mécanismes à même de supporter l'équipe nationale. Ça, c'est de l'amateurisme, ça. Mais justement, exactement, ce n'est que dans la professionnalisation du sport, dans la professionnalisation de la gestion de l'équipe nationale. Une équipe nationale, c'est du sérieux. Je crois que l'État du Sénégal devrait mettre toutes les conditions en place pour permettre à l'équipe nationale de jouer son rôle. Mais si, par le truchement des arbitrages budgétaires et des règles de fonctionnement de l'administration financière, on continue encore une fois à gérer Kahinka, la gestion des primes, la gestion des transports et autres, bien évidemment, le Sénégal et l'équipe nationale seront toujours secoués par des convulsions qui sont à même de porter préjudice à la qualification du Sénégal. Ce qu'il faut, je pense que dès le départ, l'État du Sénégal doit dire quel est le budget nécessaire pour que le Sénégal aille à la CAN, et ce budget doit être dégagé, mis quelque part et donné à la fédération et en relation avec l'État du Sénégal, gérer ses moyens et motiver les joueurs et les permettre d'être dans des conditions de performance. Ce n'est que par ce biais qu'on peut y arriver. Vous dites que l'équipe nationale est dans la bonne voie, mais il se trouve qu'un de vos prédécesseurs, M. Bakardia, dans un entretien accordé à nos confrères du Populaire, dit ceci: tout le monde sait où on va, mais on fait semblant de ne rien voir. Après lui, ou avant lui, l'ancien international El Hadji Diouf a plaidé pour le départ de l'actuel sélectionneur national Alain Giresse et pour l'arrivée d'un certain Aliou Cissé à la tête des Lions. Quelle est votre position en tant
justement que militant du sport. Oui, vous savez, moi, je suis un homme responsable. Je ne peux pas accepter qu'une fédération ait fait ses choix. La fédération, c'est une institution démocratique. La fédération est en charge la responsabilité de la gestion du football. Je crois que s'il y a une institution dans ce pays ou un homme qui voudrait que le Sénégal gagne, c'est bien et le président de la fédération et les membres du bureau fédéral. Donc, je crois qu'il faut le laisser prendre leur totale responsabilité et qu'il assume ces totales responsabilités-là. C'est la raison pour laquelle la fédération a fait un choix sur Alain Durers. Je crois que c'est vraiment superfétatoire et totalement incongru que de vouloir questionner ces choix. La fédération a fait un choix, l'État du Sénégal l'a accepté. Alain Durers, il faut l'encourager, il faut encourager les joueurs, mais il faut mettre les moyens qu'il faut pour que l'équipe nationale puisse être une équipe nationale de performance. Maintenant, si au terme de cela, il y a échec, mais bien évidemment, les responsabilités doivent être situées. Mais moi, je compte toujours le fait que chaque fois qu'on met en place une équipe, mais on peut ne pas être d'accord en amont, mais dès lors qu'une équipe est en place, mais il faut l'encourager, il faut l'aider, il faut aller plus loin avec et pousser les gens, les encourager. Mais au Sénégal, on a la manie, on a 1000 entraîneurs, on a 1000 experts. Comme je disais tantôt, on a 10 000 maires, on a 50 millions de présidents de la République. Mais dans un pays comme cela, comment les choses peuvent marcher? Je crois qu'il faut encourager la fédération, il faut encourager Alain Durers, il faut le motiver, il faut motiver les joueurs, il faut faire un bloc derrière, les supporter, les donner de la force, de l'énergie. Mais l'État du Sénégal doit mettre les moyens à la disposition de la fédération pour que la fédération puisse permettre aux joueurs d'être à l'aise et de pouvoir gagner demain la Coupe d'Afrique des Nations. El Hadj Malick Gakou, je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique, secrétaire national chargé de la coordination des activités et numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès AFP. Merci d'être revenu au grand jury, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane.